J'étais à mi-chemin dans l'allée quand j'ai réalisé que j'avais oublié mon chargeur d'ordinateur sur la table de nuit. 3 semaines à Lyon pour l'audit du groupe Arov signifiait que je ne pouvais absolument pas me permettre de l'oublier. J'ai fait demi-tour, je me suis garé dans le garage et je suis entré par la porte de service. La maison était silencieuse. Mon mari était censé être parti pour sa partie de golf depuis 2 heures, du moins le pensais-je. J'étais déjà en train de rédiger mentalement l'email que je devais envoyer avant d'embarquer lorsque j'ai vu le second téléphone. Il était posé sur le comptoir de la cuisine, à moitié dissimulé sous un torchon plié, branché sur un chargeur que je n'avais jamais vu. Un appareil prépayé, de ceux qu'on achète dans n'importe quel bureau de tabac avec du liquide. Le genre de téléphone qui ne laisse aucune trace de l'acheteur. Je suis resté là pendant 30 secondes entières à le fixer. Ma formation d'auditrice légiste m'a donné un instinct pour les anomalies, pour les petits détails qui ne correspondent pas au schéma global. 12 ans à traquer des actifs cachés et à mettre au jour des fraudes financières m'avaient appris que les découvertes les plus importantes semblent presque toujours banales au début. Un chiffre légèrement décalé dans la colonne 7. Un virement daté d'un dimanche. Un téléphone qui n'a aucune raison d'exister dans votre cuisine. Je l'ai pris en main. Il était déverrouillé. Ce que j'ai lu dans les 4 minutes qui ont suivi a fait basculer la pièce et m'a glacé le sang. Mon mari s'appelle Thomas Lefebvre. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans lors d'une vente aux enchères caritatives dans le 7e arrondissement de Paris, organisée par un ami commun travaillant dans l'immobilier commercial. J'étais venu seul, encore meurtri par la perte de mon père 8 mois plus tôt, essayant d'apprendre à exister dans un monde où la personne qui croyait le plus en moi n'était plus là. Thomas m'avait trouvé à l'écart de la foule, près d'une collection de peintures de paysages, les étudiant avec la concentration de quelqu'un qui a besoin de regarder autre chose que les autres. Il s'est présenté calmement, sans cette jovialité agressive qui caractérise la plupart des événements de réseautage. Il m'a interrogé sur le groupe de restauration de mon père. Cela aurait dû m'alerter, il savait déjà tout sur lui, il était venu préparer. Mon père, Raymond Kowalski, avait passé 31 ans à bâtir la table des Kowalski, un groupe de restaurants familiaux qui était passé d'un petit bistrot dans la banlieue lilloise à une chaîne de 7 établissements à travers les Hauts-de-France. Il avait commencé avec 12 000 €, un four professionnel d'occasion et une opiniâtreté que tout le monde qualifiait de défaut jusqu'à ce qu'elle devienne le socle de tout. À sa mort d'un cancer du pancréas à 68 ans, il m'avait légué l'entreprise ainsi qu'à mon frère cadet, Marcus, qui n'avait ni l'intérêt ni le tempérament pour gérer cela. Marcus avait pris sa part d'héritage en liquide et était parti vivre à Bordeaux. Les restaurants étaient devenus entièrement miens. Diriger un groupe de restauration n'était pas ma formation initiale. Mon parcours était en comptabilité, puis en audit légiste, et j'avais bâti ma carrière chez Meridian Investigation, traquant les flux financiers que les fraudeurs tentaient de dissimuler. J'étais doué dans mon travail, avec la précision méthodique que mon père avait eue. Mais le deuil réorganise vos priorités, et je me suis plongé dans l'apprentissage d'un secteur que j'avais grandi à observer sans jamais le comprendre totalement. J'ai recruté les bonnes personnes, fait confiance à leur expertise et gardé mon propre focus sur le volet financier là où je pouvais apporter de la valeur. C'est Thomas qui m'a aidé à croire que je pouvais faire les deux, poursuivre ma carrière tout en honorant l'héritage de mon père. Il avait une expérience en conseil hôtelier, ou du moins c'est ce qu'il m'avait dit. Il avait des opinions sur l'efficacité opérationnelle, les contrats fournisseurs et les licences de franchise qui semblaient intelligentes et bien documentées. Il était patient avec mes questions, intéressé par mon travail, stable d'une manière qui ressemblait exactement à ce dont j'avais besoin après des années à être la personne la plus capable dans chaque pièce. Être prise en charge, même pour de petites choses, était un soulagement immense. Nous nous sommes mariés 14 mois après notre rencontre. Lors d'une petite cérémonie dans l'un des restaurants de mon père, l'adresse originale sur l'avenue de la République avec ses banquettes en bois usé et la photo de mes grands-parents derrière le comptoir qui y était accroché depuis 1993. Ma mère a pleuré pendant toute la réception. Elle a dit à Thomas que Raymond l'aurait adoré. Je l'ai cru. J'ai cru à beaucoup de choses qui se sont révélées fausses. Debout dans ma cuisine avec le téléphone de cet inconnu, j'ai lu un fil de messages entamé 8 mois plus tôt entre un contact enregistré simplement sous « R » et un numéro que je ne connaissais pas. Les messages étaient prudents, méthodiques, la communication de 2 personnes qui savaient qu'elles construisaient quelque chose qui ne résisterait pas à un examen approfondi. Ils parlaient de documents, de délais. Ils parlaient de ce que R appelait la fenêtre de transfert et ce que Thomas appelait notre stratégie de sortie.
Et au milieu de tout cela, avec une clarté dévastatrice, il parlait de moi. Elle ne se méfiera de rien de ce que je mets devant elle pour le moment. Elle me fait confiance aveuglément, avait écrit Thomas en mars. Le voyage à Lyon nous achète la fenêtre dont nous avons besoin, avait répondu R, 3 semaines suffisent. Assure-toi que l'avenant au pacte d'associés soit notarié avant son départ. Mon pacte d'associés, le document juridique qui régissait la structure de propriété de la SARL, la table des Kowalski, le document qui déterminait qui contrôlait les restaurants de mon père. J'ai posé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé, sous le torchon. Puis j'ai marché jusqu'au couloir arrière, je me suis assise sur la marche inférieure de l'escalier et je me suis accordé 5 minutes pour m'effondrer. J'en ai utilisé 3. Les 2 autres, je les ai passés à réfléchir. Thomas croyait que je partais pour Lyon dans 45 minutes. Il croyait que je serais injoignable pendant 3 semaines, sauf par email, qu'il avait toujours pris soin d'éviter pour les sujets sensibles. Il pensait que son calendrier était intact et sa position sécurisée. Cette croyance était la seule chose qui jouait en ma faveur et je n'allais pas la gaspiller. Je suis monté, j'ai récupéré mon chargeur et je suis redescendu. J'ai pris une photo de l'écran du téléphone prépayé sans rien ouvrir de plus, prenant soin de capturer le fil de message sans rien déranger. Puis je suis sorti, j'ai fait marche arrière et j'ai quitté l'allée exactement comme si je n'avais rien trouvé. J'ai conduit pendant 20 minutes avant de retrouver assez de voix pour passer un appel. Donna Reyes était ma meilleure amie depuis notre 2e année à l'université Paris-Dauphine, où nous avions été assignés au même groupe de travail et découvert que nous avions une écriture, une opiniâtreté et des systèmes d'organisation presque identiques, bien que totalement incompatibles. Elle était devenue avocate d'affaires là où j'étais devenue auditrice, et entre nous, nous avions passé 2 décennies à bâtir ce genre d'amitié capable de tout absorber. Je l'avais appelée depuis le parking d'une station-service la nuit où mon père avait été diagnostiqué. Elle avait conduit 3 heures sous une tempête de neige pour s'asseoir avec moi dans la salle d'attente de l'hôpital sans qu'on le lui demande. Il n'y avait personne à qui je fasse plus confiance. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Tu es censé être à l'aéroport », a-t-elle dit. « J'ai besoin que tu me trouves un endroit où loger ce soir que Thomas ne connaît pas », ai-je dit. « Et j'ai besoin que tu ne me demandes pas pourquoi avant que je sois là. » Un bref silence m'a confirmé qu'elle était déjà en train de recalibrer. Mon cabinet a un appartement meublé dans le centre pour les clients de passage. Il est libre cette semaine. Je t'envoie le code par SMS. Merci, Mara. Elle a utilisé mon surnom, celui que seule ma famille et les gens qui m'avaient connu avant que j'apprenne à gérer mes expressions utilisaient. Es-tu en sécurité en ce moment? J'ai réfléchi à cette question avec la précision qu'elle méritait. Thomas était dans un club de golf à l'autre bout de la ville. Il n'avait aucune raison de croire que quelque chose avait changé. Son stratagème, quelle qu'en soit la forme, était encore à 3 semaines de son exécution selon son propre calendrier. Oui, ai-je dit. Pour l'instant, je suis en sécurité. J'ai passé la route vers le centre-ville à cataloguer mentalement tout ce que je savais et tout ce qu'il me fallait savoir. Thomas avait fait référence à un avenant au pacte d'associés. Si ce document existait, il avait soit été falsifié, soit je l'avais signé sans comprendre ce que je signais. Les 2 possibilités étaient troublantes, mais pour des raisons différentes. Le faux était un délit pénal direct. Ma propre signature sur un document que je n'avais pas lu était plus complexe, tant sur le plan juridique que personnel. L'appartement meublé était au 14e étage d'un immeuble de verre dans le quartier d'affaires, minimaliste et impersonnel, ce qui me convenait parfaitement. J'avais besoin d'un espace sans association, sans souvenirs attachés aux surfaces ou aux objets. Je me suis assise à la petite table à manger, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à faire ce pourquoi j'étais entraîné. J'ai commencé par l'entreprise de conseil de Thomas, Lefebvre Advisory Group, qu'il m'avait décrite comme une firme boutique servant des clients de l'hôtellerie dans tout le pays. Je n'avais jamais eu de raison de l'examiner de près. C'était son entreprise, sa vie professionnelle, séparée de la mienne tout comme mon travail chez Méridian était séparé du sien. Cette séparation, que j'avais prise pour une indépendance saine, avait apparemment été cultivée délibérément. Ce que j'ai trouvé dans la première heure de recherche était sans intérêt, une SARL enregistrée en France, un site professionnel, une présence numérique modeste cohérente avec une petite activité de conseil. Mais l'agent enregistré pour Lefebvre Advisory était une société appelée « Gestion Littorale ». Et quand j'ai sorti les documents d'enregistrement de cette société, les principes listés incluaient un nom que je ne connaissais pas, Rachel Collardan.
J'ai trouvé son profil LinkedIn, où elle était décrite comme promoteur immobilier commercial et spécialiste en acquisition d'entreprises basées à Marseille. Sa photo montrait une femme d'une dizaine d'années plus jeune que moi, polie et précise, le genre de présentation professionnelle indiscernable d'une compétence réelle. Elle et Thomas étaient connectés sur la plateforme. La connexion avait été établie il y a 9 ans, bien avant que je le rencontre. J'ai appelé Donna depuis l'appartement à 21h ce soir-là et je lui ai tout raconté, du début à la fin, sans m'arrêter. Elle a écouté sans interrompre, ce qui était pour moi la preuve qu'elle comprenait la gravité de la situation. Donna interrompt tout. Le fait qu'elle soit restée silencieuse pendant 7 minutes entières pendant que j'exposais ce que j'avais trouvé signifiait qu'elle se contrôlait très soigneusement. Quand j'ai fini, elle a dit « Je dois faire intervenir Marc Chen ». Marc Chen était un associé de son cabinet spécialisé en litige de fraude commerciale. Il était surtout, à ce moment précis, un ancien substitut du procureur qui avait passé 6 ans à poursuivre des dossiers de fraude électronique avant de passer au privé. Je l'avais rencontré 2 fois lors d'événements du cabinet et je me souvenais de lui comme quelqu'un qui parlait avec une extrême précision et semblait penser 3 étapes devant chaque conversation. Il est 23h, ai-je dit. Il s'en moque. Reste où tu es. Marc est arrivé à minuit 45, portant une veste sur un t-shirt et tenant un bloc-notes. Il m'a serré la main, s'est assis en face de moi et a dit « Guide-moi à travers ce que tu as trouvé et dans quel ordre. N'éditorialise pas, juste la séquence. » Je l'ai fait. Il a pris des notes et a posé 3 questions de clarification, dont je ne pouvais répondre à aucune. Quand j'ai terminé, il a posé son stylo et est resté silencieux un moment. L'avenant au pacte d'associés est la pièce maîtresse, a-t-il dit. S'il a été déposé au registre du commerce et porte ta signature, nous devons savoir si la signature est un faux ou si tu as signé quelque chose que tu n'as pas lu. Les deux sont attaquables, mais la stratégie juridique diffère. Comment puis-je le savoir sans qu'ils s'en rendent compte? Tu ne vas pas toi-même au registre. Cela crée une trace. Je fais une demande confidentielle par le biais du cabinet. Il a repris son stylo. J'ai aussi besoin d'en savoir plus sur Rachel Cole et de savoir si ce schéma s'est déjà produit. Si Thomas a fait cela à d'autres propriétaires, nous sommes face à une affaire d'escroquerie en bande organisée, pas seulement une action civile. Cela change considérablement les ressources à notre disposition. Il l'a dit de la même manière que j'aurais pu dire, les chiffres ne concordent pas. Professionnellement, calmement. J'ai trouvé ce calme rassurant plutôt que froid. La panique n'était d'aucune utilité. J'avais déjà utilisé mes 3 minutes d'effondrement sur l'escalier. Ce qui restait maintenant, c'était le travail. J'ai envoyé un SMS à Thomas depuis mon téléphone habituel à 10h le lendemain matin. Bien arrivé. L'hôtel est superbe. Ça va être 3 semaines longues. Tu me manques déjà. Sa réponse est arrivée en 4 minutes. Tu me manques encore plus. Ne travaille pas trop dur. Appelle-moi ce soir quand tu seras installé. J'ai lu ces mots et j'ai senti quelque chose se mettre en place dans ma poitrine. Une froideur qui n'était pas tout à fait de la colère et pas tout à fait du chagrin, mais qui contenait des éléments des deux. Il m'avait regardé à travers notre cuisine ce matin-là, pendant que je buvais mon café, m'avait embrassé à la porte et n'avait ressenti rien d'autre que la satisfaction d'un homme qui pensait que son plan se déroulait comme prévu. 7 ans à apprendre le visage et les gestes de quelqu'un, et j'avais raté tout ce qui comptait. Ce soir-là, je l'ai appelé depuis l'appartement en utilisant une carte de Lyon que j'avais ouverte sur mon ordinateur pour répondre à ses questions sur la météo et la vue depuis ma chambre. J'ai décrit le coucher de soleil avec assez de détails spécifiques pour qu'il exprime une légère envie. Je lui ai dit que j'étais fatigué du vol et que j'allais dormir tôt. Il a dit qu'il m'aimait. J'ai dit que je l'aimais aussi, j'ai raccroché et je suis resté assise très immobile pendant un long moment après. Marc est revenu vers moi le 3e jour. L'avenant au pacte d'associés avait été déposé 6 semaines plus tôt avec une signature numérique portant mon nom, mais exécuté via une plateforme de signature utilisant une adresse email que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un avait créé un compte email frauduleux à mon nom, l'avait utilisé pour recevoir et signer l'avenant via un service de documents contrôlé par Thomas, et l'avait déposé. L'avenant restructurait la propriété de la table des Kowalski, pour inclure gestion littorale, comme actionnaire à 30% avec des droits spécifiques pour déclencher un rachat forcé sous certaines conditions financières, des conditions qui, selon Marc. Thomas et Rachel avaient été délibérément orchestrés en me conseillant sur des décisions opérationnelles qui poussaient l'entreprise vers ces seuils précis.
J'ai repensé aux conversations que nous avions à table, aux suggestions de Thomas sur la renégociation des contrats fournisseurs, sa recommandation de contracter une dette supplémentaire pour rénover 2 établissements. Ses conseils constants de différer certaines opportunités génératrices de revenus en faveur de ce qu'il appelait un « positionnement à long terme ». Je l'avais écouté parce qu'il était mon mari et que je faisais confiance à son jugement dans des domaines où le mien était moins développé. Je n'avais pas envisagé que son jugement puisse être systématiquement conçu pour me nuire. La profondeur de la chose était presque architecturale dans sa construction. Pas un moment d'opportunisme, mais des années de travail patient et délibéré. Il m'avait trouvé à mon moment de plus grande vulnérabilité, avait bâti une fondation de confiance pendant 14 mois avant de demander ma main. Passé 3 ans en tant que mon mari à établir sa crédibilité et son accès. Et seulement ensuite commencer l'opération réelle qu'il planifiait depuis qu'il s'était présenté à cette vente aux enchères caritatives et m'avait interrogé sur les restaurants de mon père. Mon père, qui l'aurait adoré. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère un mardi matin, prenant un itinéraire qui évitait notre quartier et me garant 2 rues plus loin avant de finir à pied. Elle était dans son jardin, coupant les roses que mon père avait plantées le long de la clôture il y a 20 ans. Elle a levé les yeux quand elle a entendu le portillon, et son expression est passée immédiatement du plaisir à l'inquiétude. « Tu es censé être à Lyon », a-t-elle dit. « J'ai besoin de te dire quelque chose et j'ai besoin que tu écoutes tout avant de dire quoi que ce soit. Peux-tu le faire ?» Elle a posé son sécateur. « Entre. » Je lui ai tout raconté à sa table de cuisine avec un café qu'aucune de nous n'a touché. Ma mère est une femme façonnée par des difficultés dont elle ne parle jamais et qui répond aux catastrophes non par l'effondrement, mais par une immobilité particulière que j'ai toujours trouvée à la fois admirable et légèrement effrayante. Elle s'est assise en face de moi et n'a pas parlé avant que j'aie fini. Et quand elle a enfin parlé, sa première question n'était pas sur Thomas ou son chagrin ou ce que cela signifiait pour notre famille. C'était « De quoi as-tu besoin de moi ? J'ai besoin que tu agisses tout à fait normalement si Thomas te contacte. N'évite pas ses appels, mais ne lui dis rien. Peux-tu le faire ?» Elle m'a regardé avec une expression que je me souvenais de mon enfance. Celle qui apparaissait quand elle déterminait si j'avais pleinement réfléchi à ce que je demandais. J'ai passé 32 ans à regarder ton père bâtir quelque chose à partir de rien alors que les gens disaient qu'il n'en était pas capable. Je sais comment me tenir. Elle a fait une pause. Que vas-tu faire ? Je vais m'assurer qu'il ne pourra plus jamais faire ça à personne d'autre. Il a fallu 2 jours au contact de Donna à la brigade financière de la police judiciaire pour confirmer ce que Marc soupçonnait. Thomas Malone, né à Dijon, avait été condamné pour escroquerie en bande organisée devant le tribunal correctionnel 11 ans plus tôt. Il avait purgé 4 ans dans un établissement de semi-liberté, avait bénéficié d'une libération conditionnelle, puis avait demandé à changer légalement de nom pour devenir Thomas Lefebvre. Le changement de nom avait été accordé sans complication. Il avait passé les années suivantes à bâtir une nouvelle identité avec assez de surface professionnelle pour passer un examen superficiel, puis il avait recommencé. Avant moi, il y avait eu une femme nommée Patricia Saunders à Orléans, qui possédait une chaîne de pressing. Ses parents l'avaient créée. Elle avait tout perdu et passé 2 ans à essayer de récupérer son dû juridiquement avant d'abandonner et de régler à l'amiable pour une fraction de ce qui avait été pris. Avant Patricia, il y avait eu une femme à Nantes dont la famille possédait une petite entreprise manufacturière. Elle s'en était un peu mieux sortie, mais avait tout de même passé 3 ans à dénouer les dégâts. Le schéma était cohérent à travers les 3 victimes. Thomas trouvait des femmes ayant hérité ou bâtissant des entreprises familiales, se positionnait comme un conseiller expert, assurait leur confiance par une relation, puis utilisait cet accès pour rediriger systématiquement les actifs via des sociétés écrans qu'il contrôlait avec une partenaire. À Orléans, c'était une partenaire différente. À Paris, c'était Rachel Cole. L'inspectrice chargée de revoir le dossier était une femme nommée inspectrice Torres. Précise et sans sentimentalisme, comme le sont les bons enquêteurs. Elle nous a rencontrés, Marc et moi, dans une salle de conférence du palais de justice, a revu ce que nous avions compilé et a posé des questions pendant 1h30. À la fin, elle a dit, c'est poursuivable. Cela va prendre du temps pour le bâtir correctement, mais la preuve par le schéma seul est significative. 3 victimes dans 3 villes différentes en font une affaire complexe. Il prévoit d'exécuter son plan dans 3 semaines, ai-je dit, en me basant sur le fil de messages que j'avais photographié. L'avenant au pacte d'associés est conçu pour déclencher une demande de rachat une fois que des conditions financières précises sont atteintes.
Il m'a conseillé vers ces conditions pendant la dernière année. Elle a hoché la tête. Cela nous donne un calendrier. Je veux être clair sur un point. À partir de maintenant, ton rôle est de continuer à apparaître exactement là où il croit que tu es. Cela signifie maintenir la fiction du voyage à Lyon, garder tes habitudes de communication avec lui, ne rien faire qui suggère que ta position a changé. Peux-tu le faire pendant encore 2 à 3 semaines? Je le fais déjà depuis 6 jours, ai-je dit. Elle a presque souri. Alors nous nous comprenons. Les 2 semaines suivantes furent les plus étranges de ma vie. J'ai vécu dans l'appartement meublé, travaillé à distance sur l'audit Arov avec une concentration totale parce que cela me donnait quelque chose de légitime auquel penser, et maintenu une performance soignée de l'épouse en voyage. J'appelais Thomas un soir sur 2 à la même heure. Je décrivais des dîners fictifs dans des restaurants que j'avais cherchés en ligne, la météo que je vérifiais sur une application, des conversations avec des collègues d'audit que j'inventais avec assez de détails pour être convaincantes. Il était chaleureux et apparemment sincère dans chaque échange, demandant des nouvelles de mon travail, me parlant de sa partie de golf, mentionnant qu'il avait dîné avec une amie que je ne connaissais pas, dont j'ai noté le nom et transmis à l'inspectrice Torres le lendemain matin. L'amie, c'était Rachel Cole. Le 14e jour, j'ai reçu un appel de Marc. La police judiciaire avait fini de monter ce dont elle avait besoin. L'avenant au pacte d'associés avait été tracé sur un appareil enregistré à l'adresse professionnelle de Rachel Cole. Les virements via gestion littorale avaient été documentés dans les 3 dossiers. Les dossiers de voyage de Thomas le connectaient à chaque lieu au moment pertinent. L'affaire était prête. Il y a encore une chose, a dit Marc. L'inspectrice Torres veut savoir si tu es prête à participer à une confrontation contrôlée. Thomas a rendez-vous avec un avocat demain matin pour initier la demande de rachat contre la table des Kowalski. Torres veut intercepter ce processus, mais elle croit qu'une confrontation avec toi présente produira l'aveu le plus complet. C'est entièrement ton choix et cela n'emporte aucune obligation légale. J'ai pensé à Patricia Saunders à Orléans qui avait réglé à l'amiable. J'ai pensé à la femme à Nantes. J'ai pensé à celle qui viendrait après moi si Thomas sortait de cela avec la liberté d'essayer encore. Je serai là, ai-je dit. Je suis arrivé chez moi à 6 heures du matin, 2 heures avant que Thomas ne soit censé partir pour le cabinet d'avocat, et je suis entré par le garage avec une clé que j'avais gardée avec moi pendant les 3 semaines. La maison semblait exactement comme je l'avais laissée. Thomas avait été seul ici, mangeant des plats à emporter d'après les emballages dans la poubelle de recyclage, vivant la vie d'un homme qui se croyait à 2 jours d'une manne financière importante. J'ai préparé du café. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai attendu. Il est descendu à 7h15 en costume, traversant la cuisine avec la confiance tranquille de quelqu'un qui suit un emploi du temps qu'il contrôle. Il a levé les yeux, m'a vu, et s'est arrêté si brusquement que, pendant un instant, il a semblé cesser de respirer. « Tu es rentré ?» a-t-il dit. « Je suis revenu plus tôt » ai-je dit. L'audit s'est terminé en avance. Il s'en est remis plus vite que je ne l'espérais, ce qui m'a dit quelque chose sur son habitude à gérer les variables imprévues. Son expression a glissé de la surprise vers ce qui ressemblait à un plaisir sincère. Il s'est approché de moi et je me suis levé pour que la table de cuisine reste entre nous. « C'est merveilleux » a-t-il dit. « Je serais venu te chercher à l'aéroport. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? Je voulais te faire une surprise. » Il s'est arrêté de l'autre côté de la table. Quelque chose dans mon immobilité était en train de s'enregistrer. Je pouvais le voir dans le léger calcul qui entrait dans ses yeux, la réévaluation se produisant derrière un visage qui avait passé des années à jouer des émotions qu'il ne ressentait pas. « Tout va bien ? » J'ai réfléchi à l'entreprise, ai-je dit. La table des Kowalski. J'ai récupéré les dépôts au greffe hier. Tous. Le calcul dans ses yeux s'est aiguisé en autre chose. Il y a eu une mise à jour administrative du pacte d'associés il y a quelques mois. Une restructuration de routine. Je voulais t'en parler, mais avec ton voyage à Lyon. La signature sur l'avenant n'est pas la mienne, ai-je dit. Le compte email utilisé pour l'exécuter n'existe pas. Et la société nommée comme actionnaire à 30% est contrôlée par toi et Rachel Cole, que tu as rencontré régulièrement pendant les 3 semaines où j'étais censé être à Lyon. Il est resté silencieux pendant 3 secondes entières. Je l'ai regardé décider quelle approche essayer. Mara, écoute-moi. Quoi que tu penses avoir trouvé, il y a une explication. Je peux tout expliquer.
Veux-tu t'asseoir et me laisser expliquer? Je suis bien debout, ai-je dit. Et je ne suis pas intéressé par ton explication. J'ai entendu des versions de cela avant, de la part de Patricia Saunders à Orléans et de la femme à Nantes dont je ne dirai pas le nom parce qu'elle nous a demandé de ne pas le faire. Tu as fait cela 2 fois auparavant. Tu as fait 4 ans de prison pour escroquerie avant de changer de nom. Il n'y a aucune explication qui couvre 11 ans de destruction délibérée de vie de femme. La performance est tombée. Pas tout d'un coup, mais par étapes, comme un échafaudage que l'on démonte pièce par pièce jusqu'à ce que ce qui était en dessous soit visible. Il n'y avait aucun remords, aucune dévastation. Il y avait du calcul, et en dessous du calcul, une colère froide qui semblait plus honnête que tout ce que j'avais vu de lui en 6 ans. Tu travailles là-dessus depuis le début, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. 3 semaines, ai-je dit. Les 3 mêmes semaines que tu as passées à finaliser ton plan, la police judiciaire, le parquet, mon avocat et 2 experts comptables travaillent sur la récupération des actifs depuis le 8e jour. J'ai regardé Thomas par-dessus la table de cuisine que mon père nous avait offerte pour notre mariage. Un chêne massif provenant d'une vente de succession qu'il avait lui-même restaurée. La demande de rachat que tu prévoyais de déposer ce matin a déjà été contestée préventivement. L'avenant au pacte d'associés a été invalidé comme frauduleusement exécuté. Les comptes via gestion littorale sont gelés et il y a 2 agents dans un véhicule banalisé dans notre rue qui attendent que j'envoie un SMS. Il a regardé vers la fenêtre. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement. Il n'y a aucune version de cette histoire où partir t'aide. Le dossier pénal existe, que tu sois arrêté ce matin ou non. La seule question est de savoir si tu coopères. Il s'est retourné vers moi et, juste un instant, quelque chose a traversé son visage que je ne pouvais pas entièrement nommer. Pas exactement du remords, plutôt la reconnaissance d'une partie qui avait été plus équilibrée qu'il ne l'avait anticipé. Tu es doué, a-t-il dit. Je te l'accorde. Mon père m'a appris que la chose la plus importante que l'on construit est la confiance, ai-je dit. Et que les gens qui profitent de la confiance sont le pire genre d'échec. Il parlait de business. Je comprends maintenant qu'il parlait de tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un seul mot à l'inspectrice Torres. Prêt? Le coup à la porte est arrivé 2 minutes plus tard. Thomas a été arrêté pour escroquerie, complot et usurpation d'identité. Rachel Cole a été arrêtée à Marseille le même matin. Sa coopération, négociée par son avocat en échange d'une peine réduite, a été plus exhaustive que quiconque ne l'avait anticipé. Elle a décrit leur méthodologie dans chaque cas avec des détails documentés. Les informations qu'elle a fournies ont mené à l'identification d'une 4e victime en Bretagne que même Marc n'avait pas trouvée. Une femme qui avait possédé un petit hôtel et qui avait cru pendant 4 ans que son entreprise avait simplement fait faillite. Le pacte d'associés de la table des Kowalski a été rétabli dans sa structure originale dans les 48 heures suivant l'arrestation. Les comptables judiciaires ont passé 3 mois à retracer toute l'étendue de ce qui avait été détourné et à identifier chaque compte que Thomas et Rachel avaient utilisé. Nous avons récupéré beaucoup plus que Patricia Saunders n'avait pu le faire à Orléans, en partie parce que j'avais agi avant la phase finale de leur plan plutôt qu'après. J'ai discuté avec Patricia en visioconférence la semaine après l'arrestation. C'était une femme prudente et précise d'une 15aine d'années, mon aînée, qui avait reconstruit sa vie avec la compétence obstinée de quelqu'un qui refuse de laisser le pire événement de sa vie définir sa fin. Elle n'était pas surprise par ce que je lui ai dit. Elle était soulagée. Elle a dit qu'elle avait passé 4 ans à se demander s'il l'avait refait à quelqu'un d'autre et à se sentir coupable de n'avoir pas pu l'arrêter. Tu n'aurais pas pu l'arrêter d'où tu étais, lui ai-je dit. Ça s'est arrêté quand quelqu'un l'a attrapé avant qu'il ne finisse. Grâce à toi, a-t-elle dit. Grâce à un chargeur d'ordinateur oublié, ai-je dit. Elle a ri, ce qui était la bonne réponse. Le détail totalement erroné étant ce qui défait un plan parfaitement construit. C'était presque trop ordinaire pour être vrai. Mais la fraude se défait presque toujours sur quelque chose d'ordinaire. 11 ans de précision et de patience, et à la fin, un chargeur dont j'avais besoin pour un voyage de 3 semaines fut la chose qu'il n'avait pas prévue. Le procès a duré 9 jours. J'ai témoigné pendant 2 d'entre eux, guidant le jury à travers les preuves comptables avec la même clarté mesurée que j'utilisais lors de mes rapports chez Méridian. L'avocat de Thomas a plaidé que l'avenant au pacte d'associés était une restructuration commerciale légitime que j'avais approuvée, que la preuve de fraude était circonstancielle, que le lien avec les affaires précédentes était préjudiciable.
Le jury a délibéré pendant 6 heures. Je n'étais pas dans la salle d'audience quand le verdict a été rendu. J'étais à l'adresse originale de la table des Kowalski, sur l'avenue de la République, assise dans la banquette que mon père avait toujours utilisée pour les déjeuners qu'il appelait ses séances de réflexion. Celle près de la fenêtre arrière qui donnait sur le petit parking où il m'avait appris à conduire une voiture à boîte manuelle à 16 ans. Ma mère était en face de moi. Nous mangions les raviolis que mon père avait mis au menu en 1994 et qu'il avait gardé inchangés pendant 30 ans, parce que certaines choses fonctionnent exactement comme elles sont et que les changer pour le plaisir du changement est un échec de jugement. Mon téléphone s'est éclairé avec le numéro de marque. Coupable sur toute la ligne. Ma mère a observé mon visage. Alors, a-t-elle dit. Coupable, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois, de la même manière qu'elle hochait la tête quand des choses difficiles étaient confirmées, reconnaissant la réalité sans jouer une réaction. Puis elle a repris sa fourchette. Ton père serait fier, a-t-elle dit. Pas de ce qui s'est passé, mais de ce que tu en as fait. J'ai regardé autour du restaurant, les banquettes en bois usé, la photographie derrière le comptoir et la clientèle du jeudi qui venait ici depuis des décennies parce que la nourriture était constante. Les prix honnêtes et que le lieu semblait avoir été construit par quelqu'un qui en avait l'intention. Mon père l'avait bâti en étant présent chaque jour et en faisant le travail sans prendre de raccourcis, sans essayer de prendre ce qu'il n'avait pas mérité. Cela avait pris 31 ans. C'était encore debout. Je sais, ai-je dit, et je le pensais. La condamnation est tombée 4 mois plus tard. Thomas Malone a écopé de 16 ans de prison ferme. Rachel Cole a reçu 7 ans avec possibilité de remise de peine conditionnée par sa coopération continue dans les enquêtes connexes. La 4e victime en Bretagne a déposé une action civile séparée. Patricia Saunders a reçu un paiement de restitution provenant des actifs récupérés qui représentait une fraction de ce qu'elle avait perdu, mais c'était plus qu'elle n'avait espéré voir. Je vis toujours à Paris. Je dirige toujours la table des Kowalski et Meridian Investigation dans cet arrangement parallèle particulier que mon père aurait reconnu comme la version spécifique de l'obstination de sa fille. J'ai reconstruit la structure opérationnelle du groupe de restauration de fond en comble, travaillant avec un avocat spécialisé pour créer des protections de propriété aussi étanches que possible. Je suis meilleur sur le côté business qu'avant. En partie à cause de ce que Thomas m'a appris, ce qui est peut-être l'éducation la plus amèrement ironique que j'ai jamais reçue. Je suis plus prudente maintenant, d'une manière qui est parfois gênante et occasionnellement solitaire. Je vérifie les choses que j'acceptais par simple confiance. J'avance plus lentement dans les relations, je pose plus de questions, je surveille de plus près l'écart entre ce que les gens disent et ce que l'évidence de leur comportement suggère réellement. Mes amis disent que je devrais finir par baisser ma garde ou que je passerai le reste de ma vie seul. Je leur réponds que je ne suis pas d'accord avec la prémisse. Être seul n'est pas le pire résultat. Le pire résultat est d'être entouré et malgré tout, complètement trompé. Je ne suis pas fermé. Je suis calibré. Il y a une différence, cependant. Certains jours, la ligne entre les deux est plus difficile à trouver que je ne le voudrais. Certains matins, je conduis jusqu'à l'avenue de la République avant l'ouverture et je m'assois dans la banquette de mon père avec un café et les rapports financiers de la semaine. De la même manière qu'il faisait quand il travaillait sur un problème qui demandait plus de calme que le reste de sa journée ne lui permettait. Je regarde la photographie derrière le comptoir. Ses parents dans la vingtaine avec une expression d'espoir prudent que je reconnais parce que je l'ai vu dans mon propre miroir. Ils ont bâti quelque chose, puis il a bâti quelque chose, et j'ai failli laisser un homme en qui j'avais confiance tout démanteler pièce par pièce pendant que j'étais trop occupé à vivre ma vie pour le remarquer. J'ai remarqué à temps. C'est la partie à laquelle je me raccroche. Ça, et un chargeur d'ordinateur que j'ai failli laisser derrière moi. Et les 30 secondes où je suis resté dans ma propre cuisine à regarder quelque chose qui n'avait rien à faire là, et la décision que j'ai prise à ce moment-là de ne pas le poser et de ne pas partir. Si cette histoire est restée avec vous du début à la fin, cliquez sur le bouton j'aime et dites-moi dans les commentaires quel est le moment qui est resté en vous le plus longtemps. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. On se voit dans la prochaine vidéo.